Bonjour, bienvenue et bienvenue tous et à toutes sur la page d'Hachette.fr. Hachette comme notre groupe et tous ses éditeurs. FR ce soir comme François Régis. Waouh. Et on commence fort. Nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Gaudry, l'éminent et succulent critique gastronomique qui réveille les papilles de plus d'1 million de Français tous les dimanches à 11h. François Régis, bonjour. Bonjour Yves. Belle performance. Bah on essaye, ouais. Bravo. Nous sommes extrêmement ravis de vous avoir à nos côtés. Pour vous présenter un peu plus en détail, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes critique gastronomique, actuellement rédacteur en chef adjoint à l'Express, animateur d'émissions à succès, on va déguster sur France Inter, très très bon sur Paris Première. Vous avez écrit et commenté la gastronomie pour beaucoup d'autres. Avant, vous avez été sur Europe 1, vous avez travaillé avec le fooding, et même un petit peu chez nous. On reverra ça plus tard. Aujourd'hui, vous revenez avec un second livre, On va déguster la France, aussi riche qu'une ganache au chocolat. Il est publié aux éditions Marabout. C'est un livre dans lequel vous faites un grand tour de la cuisine française en compagnie de quelques 200 amis, si je ne me trompe pas. Oui. C'est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de monde. J'imagine qu'il en fallait à peu près autant. J'ai beaucoup d'amis. J'espère. Donc dans le lot, il y a des cuisiniers, des journalistes, des universitaires, des artisans de bouche, des illustrateurs, des sommeliers, beaucoup de monde, des gens qui sont tous ça à la fois. Il faut vraiment être toqué pour se lancer dans un projet pareil. Oui, c'était un projet assez ambitieux qui nous a pris quand même 2 ans. C'est très agréable d'arriver à la fin de cette aventure éditoriale après avoir travaillé pendant de longs mois et la difficulté c'était et en même temps le plaisir et ce qui fait peut-être la force de ce livre, c'était de travailler avec autant de gens différents en fait. C'est-à-dire que tout le travail de préparation éditoriale, ça a consisté à s'adresser aux bonnes personnes pour les bons sujets. Donc comme vous le disiez, des gens très différents qui viennent à la fois de l'agriculture, des universités, des journalistes gastronomiques, des critiques vins, des artisans de bouche. Et à tous ces gens-là, avec le réseau qu'on a réussi à se constituer en plusieurs saisons dont on va déguster sur France Inter, le défi c'était justement d'identifier des expertises et de leur proposer de nous rédiger des sujets. Une spécialiste de la bière comme Elisabeth Pierre, on lui a demandé de traiter l'histoire de la bière en France et de sélectionner différentes cuvées. Un maraîcher comme Xavier Mathias, qu'on apprécie beaucoup et qui est un puits de science en matière de botanique et de potager, etc., nous a signé pas mal de pages autour des fruits et des légumes. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment à toutes les pages. Il y a des historiens qui ont plutôt porté un regard patrimonial sur notre gastronomie. Et puis, il y a des spécialistes du vin, il y a même des vignerons qui ont contribué, des grands pâtissiers bien entendu qui nous ont livré leur gâteau signature, de Pierre Hermé qui nous fait une leçon de macarons, à Philippe Conticini qui nous dévoile son fameux Paris-Brest, en passant par Jacques Genin et sa tarte au citron. Voilà, donc ça donne une espèce d'énorme millefeuille avec des sujets vraiment très différents, à la fois beaucoup de recettes, beaucoup de gestes, beaucoup de techniques et en même temps beaucoup de culture culinaire. Parce qu'on part du principe que la gastronomie et la cuisine, ce ne sont pas que des recettes, c'est avant tout de la culture, mais de la culture au sens noble du terme. Mm-hmm. Alors, avant de parler, donc, tu les as déjà un peu évoqués, mais avant de parler de tous ces gens, on va parler de toi. Comment t'es tombé là-dedans ? Je suis tombé dans la marmite tout petit. Je crois qu'il y a 2 facteurs qui ont fait que j'ai été forcément porté sur la chose gastronomique. C'est que d'abord j'ai grandi à Lyon, qui est quand même encore, et qui était surtout quand j'étais plus jeune, un des berceaux de la gastronomie française, avec énormément d'adresses que j'ai eu la chance de tester assez jeune parce que j'avais un papa amateur de grands restaurants, donc c'était des visites dans des restaurants réputés de Lyon et sa région. Et la deuxième chose qui a fait que forcément j'ai une passion de la gastronomie chevillée au corps et surtout à l'estomac, c'est le fait d'avoir grandi avec une maman qui cuisinait très très bien, d'origine corse, et qui elle-même était dans une famille en Corse où de mère en fille on cuisinait beaucoup. Donc j'ai beaucoup vu mon arrière-grand-mère et puis ma grand-mère et ma mère cuisiner.
avec une sensibilité évidemment aux produits, à la cuisine ménagère, voilà. Donc pour résumer les choses, la cuisine ménagère, la cuisine maternelle, je l'ai appris du côté de ma mère, et la cuisine des grands restaurants, cette espèce de cuisine un peu bourgeoise, la haute gastronomie, je l'ai plutôt apprise avec mon père. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez les chefs d'ailleurs, Ouais. le côté familial de la cuisine. Ouais, je crois. Ben, je crois que la cuisine, avant d'être des proportions et des gestes techniques, c'est d'abord évidemment des émotions, des souvenirs d'enfance, la fameuse Madeleine de notre ami Marcel. Et c'est vrai que beaucoup de chefs sont, dès leur plus jeune âge, marqués par des saveurs d'enfance, des recettes familiales. Voilà, c'est une espèce de patrimoine très sensible qui se transmet dans les familles. Et la critique alors, ce côté plus littéraire de la gastronomie, comment c'est venu? J'ai commencé en fait ma carrière de journaliste en presse écrite. J'ai d'ailleurs pas quitté le journal pour lequel je travaille depuis le début de ma carrière, c'est l'Express. J'y travaille maintenant depuis une quinzaine d'années. Et j'ai vraiment commencé ce métier de journaliste et de critique gastronomique par l'écriture. Il a fallu d'abord poser des mots sur des émotions culinaires, poser des mots sur des restaurants que je visitais, etc. Et c'est vrai que je dirais le premier savoir-faire que j'ai, c'est d'abord l'écriture. Ensuite sont venues d'autres aventures qui me plaisent tout autant et qui m'ont permis surtout de porter un regard différent avec des moyens différents sur la cuisine. C'est la radio et la télévision, et puis ensuite l'édition, mais qui rejoint évidemment l'écriture. Mais j'ai vraiment commencé par la presse écrite, et j'avoue que c'est un terrain de jeu que j'aime beaucoup en fait. L'idée de pouvoir avec des mots décrire des équilibres de saveurs dans une assiette, des accords, et puis des aventures en fait, parce que quand vous allez dans un restaurant, il y a évidemment la recette, les plats que vous mangez, et puis il y a toute une atmosphère qui est intéressante à décrire. Ça, c'est vraiment le métier de critique gastronomique. C'est le sourire de la serveuse, c'est la beauté ou la mocheté des tableaux au mur, c'est la rapidité du service, le rapport qualité-prix sur une addition. C'est tous ces critères-là que j'ai appris à décrypter par l'écrit. D'ailleurs, on le sent, puisque tu commences par quelques citations littéraires. Ouais. Oui, et puis on a la chance d'être dans un pays où la gastronomie française a toujours porté un regard assez obsessionnel sur la nourriture. Preuve que en France, la gastronomie, c'est une part essentielle de notre culture, de notre identité, et qui a évidemment été une source d'inspiration formidable pour pas mal d'écrivains, dont on parle bien sûr dans cet opus. Alors, Internet est plein de choses vraies ou fausses. Est-ce que c'est vrai que tu as commencé par le routard? Oui, absolument, ouais. Alors, j'ai commencé en fait avant même d'être journaliste à l'Express, mais là on remonte loin, hein, ça me rajeunit pas en fait. En fait, je suis lyonnais, je suis arrivé à Paris pour faire mes études. J'ai eu la chance de faire Sciences Po, et en arrivant à Sciences Po à Paris, je cherchais des expériences professionnelles parce que j'avais pas beaucoup d'argent non plus et qu'il fallait gagner un peu sa croûte. Et par l'intermédiaire d'un ami, j'ai pu rencontrer Philippe Glohagen, qui est toujours d'ailleurs patron du Guide du Routard et que j'aime beaucoup et qui m'a offert ma chance. Et j'ai pu, grâce à lui, faire plusieurs missions de réactualisation, d'abord pendant mes études à Paris, et puis ensuite même un peu après mon diplôme. Et ça consistait en fait à faire des missions de réactualisation, alors pendant mes études, pendant les vacances scolaires. Donc je partais 15 jours au Maroc et je réactualisais une partie du pays en allant visiter les restaurants, les hôtels, en allant dans les souks, en essayant de trouver de nouvelles adresses, en confrontant aussi le courrier des lecteurs du Guide du Routard, qui est vraiment énorme, à la réalité du terrain. Est-ce qu'il nous conseillait de bonnes adresses? Est-ce qu'il fallait... Donc voilà, c'était tout ce travail d'enquêteur que j'ai fait pendant pas mal d'années. Et j'ai fait comme ça une quinzaine de voyages pour le Guide du Routard. Et j'ai eu la chance d'aller avec le Routard, enfin pour le Guide du Routard, au Maroc, au Togo, au Bénin, en Irlande, en Italie, en Birmanie, en Thaïlande, aux Antilles anglaises, enfin je suis allé en Dominique et à Sainte-Lucie. Et ça a été pour moi une chance énorme, et ça a surtout été en fait mon lien assez direct à la gastronomie, parce qu'après avoir fait pas mal de réactualisation pour le Guide du Routard, un jour je suis rentré dans le bureau de Philippe Glohagen, avec un ami avec lequel je bossais à l'époque, et je lui ai dit est-ce que ça t'intéresserait d'avoir
un guide sur les adresses étrangères à Paris, et notamment les restaurants. Et c'est comme ça qu'est né Paris Exotique, en fait, qui est, je crois, toujours dans la collection du Routard, mais que j'ai commencé, c'était vraiment dans les années, toute fin des années 90, et j'ai fait comme ça 400 adresses, sur un travail qui a pris plus d'1 an, à Paris, de restaurants étrangers, classés par destination, et ça a vraiment été mon tout premier contact à la critique gastronomique, en fait. D'accord, eh bien, écoute, on est content que tu boucles la boucle chez nous. Et puis surtout, on passera le message à M. Glohagen, puisqu'il sera le même bientôt. S'il nous regarde, ce qui m'étonnerait, mais on lui fera un coucou. S'il ne nous regarde pas, on le reçoit bientôt chez H.fr. Très bien. On lui passera le petit mot. On va revenir à l'ouvrage. Tu disais que c'était un bouquin éminemment culturel, puisque la cuisine est culturelle. Et chose amusante, tu as décidé de commencer par le cornichon. Oui. Pourquoi ? Parce que, en fait, le cornichon, c'est un petit condiment français qui a été un peu oublié, qui a été même martyrisé et qu'on a voulu réhabiliter, tout simplement. Le cornichon, c'est peut-être bien l'un des produits français dont on parle le plus quand je voyage à l'étranger. Quand je vais en Angleterre ou aux États-Unis, souvent dans les conversations autour de la gastronomie française, le plaisir du cornichon, ça revient beaucoup. D'abord, je crois que les anglo-saxons adorent le mot, cornichon. C'est vrai que c'est un mot très français et un mot que je trouve vraiment très beau. Et c'est surtout un condiment qui est indispensable à une gastronomie française, mais qui n'est pas vraiment gastronomique, justement. C'est plutôt de la cuisine ménagère. Et que le cornichon, quand tu analyses bien la chose, tu te rends compte en fait qu'il entre dans des sauces françaises célèbres, comme la gribiche ou la ravigote, par exemple, qui sont des sauces magnifiques du répertoire français. Et c'est ce petit cucurbitacé qui accompagne le pâté en croûte, la charcuterie, les terrines. Et je trouvais très important de commencer par ça. Donc en fait, on commence par le cornichon, qui est vraiment un symbole pour moi, une espèce de totem de la cuisine ménagère. Et comme par hasard, la dernière page du bouquin, c'est les menus de l'Élysée. Et là, on est carrément dans l'exercice gastronomique au sens noble, la gastronomie française comme une espèce d'arme diplomatique dont les présidents et les rois de France se sont toujours servis pour vendre la grandeur de la France, le côté très exercice de haute cuisine, etc. Et cette dernière raison pour avoir commencé par le cornichon, c'est que ce petit symbole de la cuisine française, il est complètement menacé en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que toi, Yves, quand tu achètes un cornichon au supermarché, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il ait été cultivé en Inde. Et tu ne le sais pas forcément, parce qu'en général, il y a une très belle étiquette avec des marques qu'on ne citera pas mais qui sont historiques. Et en fait, la culture du cornichon a été beaucoup délocalisée en Inde. Pourquoi ? Parce que là-bas, il n'y a pas de saison. Donc ça veut dire que tu peux faire du cornichon en été, en hiver et à toutes les saisons. La main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et puis c'est des cultures intensives et je te parle même pas des pesticides qui sont mis dessus en fait. Alors que le cornichon, il a été abandonné par nos paysans parce qu'il faut se baisser pour le ramasser, parce qu'on n'en fait qu'une seule récolte par an. Et du coup, c'était triste de voir que le cornichon était comme ça délocalisé à l'autre bout du monde. Et la belle note d'espoir dans cette histoire, c'est qu'il y a désormais des maisons qu'on met en avant dans le livre et qui brandissent à nouveau le cornichon made in France et qui font un super bon cornichon dans nos terroirs. C'est quelque chose que le livre fait remarquablement. Parler du terroir, parler des grands objets, mais du terroir et de petits producteurs. Exactement. C'est un choix vraiment. Ah ouais, c'est vraiment un choix militant. Tout part de là en fait, tout part de la terre. Même si cette terre a été un peu au fil des années, depuis notamment l'essor de l'agriculture productiviste dans les années 50-60, elle a été spoliée cette terre. Elle a quand même, elle est couverte de pesticides. La France a aussi ce triste record d'être le premier consommateur d'intrants chimiques dans l'agriculture. Bon, mais en même temps, et moi j'aime bien voir le verre à moitié plein, il y a énormément de petits producteurs dont on en a mis beaucoup en avant dans ce livre, qui effectivement font un travail admirable de remise en avant de variétés anciennes, de semences anciennes, et qui font des travaux vraiment superbes dans nos terres, dans nos terroirs. 2 exemples. Il y a par exemple un producteur qui est en fait un figuiculteur. Un figuiculteur, c'est quelqu'un qui cultive des figues. Et il s'appelle Pierre Beau, il est à Vaison-la-Romaine. Et il nous a envoyé à Paris 23 variétés, quand on a bouclé ce bouquin, de figues qu'il cultive lui-même, puisqu'il a une des plus belles collections au monde. Et on en a fait une très belle page dans le livre sur la figue à la française, avec vraiment un cabinet de curiosité. Et toutes les variétés de figues qui sont entières, coupées en 2 pour qu'on voit les pulpes, les différences de couleurs, de formes, etc. Et on a par exemple donné la parole dans ce livre aussi à un cerisiculteur.
Un cerisiculteur, c'est quelqu'un qui cultive des cerises. Et en l'occurrence, Christian Jean-Pierre, pour ne pas le citer, il est dans les Pyrénées et lui aussi, de façon tout à fait naturelle, il cultive des dizaines et des dizaines de variétés de cerises. Et Chassou? Pas très loin, absolument. Il cultive notamment la cerise d'Itsassou et on l'a mis en avant dans ce livre en mettant en exergue quelques-unes des plus belles variétés qu'il cultive. C'est amusant que tu passes d'un sujet à l'autre, exactement comme le livre le fait. Moi j'aime beaucoup cette façon, ce désordre ordonné. C'est dû à quoi? C'est dû au nombre de participants? C'est dû à une volonté de les mêle comme ça d'un sujet à l'autre? Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on voulait susciter chez le lecteur une espèce de picorage ou de vagabondage. Et je trouvais que ce désordre très ordonné, comme tu le dis si bien, peut-être que je retiendrai d'ailleurs l'expression parce que c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est une bonne expression, c'est-à-dire qu'il y a un ordre, et on le retrouve d'ailleurs dans un index qui est vraiment très précis. Donc si tu veux, la recette par exemple de fondue savoyarde ou la recette de gratin dauphinois ou de bœuf bourguignon, tu vas dans l'index et tu trouveras la recette et la page qui correspond. Donc tu peux retrouver toutes les plus grandes recettes du patrimoine français dans cet index. Et en même temps, on ne voulait pas forcément faire une encyclopédie très ordonnée. D'abord parce que de A à Z, il y a le Larousse gastronomique, il y a des gens qui sont mieux placés que nous pour le faire. Et j'en avais pas envie de faire une encyclopédie comme ça, un peu assommante ou institutionnelle. Et on a voulu plutôt créer une forme de fouillis, de fourre-tout, qui est peut-être la meilleure façon de montrer que la gastronomie française, c'est vraiment tous azimuts. Ce sont des écrivains qui ont parlé de la gastronomie, ce sont des cinéastes qui se sont inspirés de la gastronomie pour certaines scènes de leurs films, ce sont des auteurs de bandes dessinées, on retrouve la gastronomie française également dans la poésie, c'est de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, et la cuisine française est au carrefour de toutes ces disciplines, de tous ces champs de création, et la façon de passer vraiment du coq à l'âne, c'était, à mon avis, la meilleure façon de montrer cet éclectisme et cette transversalité. En tout cas, c'est une belle façon de rendre le livre intéressant, puisque à chaque page, effectivement, on va picorer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, c'est très intéressant que tu me parles de l'index, parce que justement, j'y suis allé, parce que après avoir fait tes lois, j'ai pas trouvé de traces du jambon beurre. Ça m'a... Et il y est pourtant. Il y est. Ah ouais, t'es sûr que t'as bien cherché? Je me suis dit, j'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé, et en tout cas, il n'est pas dans l'index. Et ça m'a fait me poser la question... Ah, ça doit être sandwich jambon beurre. Ah, c'est pour ça. Il veut essayer de me piéger. Non, je t'assure qu'il est traité normalement. Alors on pourra le vérifier, hein, mais en tout cas, on n'a évidemment pas oublié le jambon beurre parce qu'on a consacré une page au sandwich français. Parce que c'est vrai que quand on parle de sandwich, on identifie plutôt les sandwichs de triangle au pain de mie anglais ou les bocadillos espagnols ou les tramezzini italiens. Et il y a une culture du sandwich en France, même si on n'est pas forcément les mieux placés pour tout ce qui est cuisine de rue. Ou de snack, mais en tous les cas le jambon beurre, ouais, c'est évidemment un totem d'abord parisien et qui est devenu maintenant national et qui est vraiment génial. Et non seulement le jambon beurre, on en parle, mais on donne en plus vraiment les critères d'un jambon beurre parfait, depuis la baguette qui doit être à la fois bien sûr croustillante et en même temps avec une mie assez présente et plutôt alvéolée. Un bon beurre, ça va de soi, mais pas en trop grande quantité non plus. Et puis un très bon jambon, et on a quand même quelques producteurs en France qui font encore d'excellents jambons blancs, puisque c'est plutôt du jambon blanc évidemment. Puis après il y a la question cornichon ou pas cornichon, je te laisse trancher. Moi oui. Moi non. Désolé. Désolé pour la divergence. Revenons à tes émissions, à toi. Ça cartonne la cuisine à la télé. Ouais. Est-ce que toi, tu avais des modèles quand tu étais petit? Ouais, bien sûr. Moi, il y a deux personnes que je regardais un peu de façon obsessionnelle, alors à des époques différentes, mais j'ai un peu honte de le dire, et en même temps, on lui rend hommage dans le livre. Enfin, j'ai pas honte de le dire du tout d'ailleurs, pas du tout, mais j'aimais bien la cuisine des mousquetaires, Maïté, avec des scènes quand même d'anthologie que je m'amuse régulièrement à regarder sur YouTube. Tu te souviens de la scène où elle assomme une anguille Ouais, quand elle fait son burger aussi énorme, et quand elle mange, qu'est-ce que c'est? Un oiseau avec... Ah ouais, c'est l'ortolan. L'ortolan. Ouais. Ça par contre, ça m'a fait un peu... Bon, ouais, je suis d'accord. Alors, de temps en temps, elle pouvait être un petit peu... Comment dire, l'ortolan, il y a une question. L'ortolan est traité dans ce livre comme un gibier qui est désormais interdit. Mais c'est vrai qu'elle incarnait cette espèce de cuisine rabelaisienne à la française qui avait absolument pas la main légère. C'est le moins qu'on puisse dire sur les matières grasses. Et surtout en Gascogne, c'était plutôt de la graisse de canard, etc.
mais il y avait cette truculence, cet accent, ce côté baffreur, qui finalement, je regardais ça comme une espèce de spectacle, d'abord qui me donnait faim, et qui en plus est assez révélateur d'une certaine France, voilà, même si aujourd'hui on regarde ça avec un œil un peu passéiste. Il y a un deuxième critique gastronomique dont je regardais beaucoup l'émission, c'est Jean-Luc Petit-Renaud, Carte postale gourmande, que j'ai suivi pendant de longues années et qui m'a fait voyager dans les terroirs de France. Et j'étais très envieux de son boulot en fait. Voilà. Il possède une approche beaucoup plus lettrée que la cuisine mousquetaire qui ressemble un peu plus chez toi. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais en fait, je trouve que ces gens-là, ils incarnent une dimension qui, moi, me plaît beaucoup dans la gastronomie, même si parfois on a un peu tendance à réduire la gastronomie à ça, c'est cette espèce d'épicurisme à la française, quoi. Un hédonisme où il faut forcément partager avec de bons amis des plats copieux, il faut boire un petit verre de trop, et puis les langues se délient. On est dans une forme de convivialité, de commensalité très à la française. C'est aussi ça notre pays. C'est évidemment pas que ça, bien sûr. C'est aussi de la culture, c'est aussi des exercices de haute volée, c'est des triple axels de chef étoilé. Tout ça, on en parle aussi dans ce livre, bien sûr. La cuisine étoilée, c'est important. Mais c'est vrai que la culture de la table en France, c'est un pan essentiel de notre vie quotidienne et de notre identité. Alors du coup, s'il y a un repas idéal pour toi, si c'est possible qu'il y en ait un, quel serait-il? Donc pas trop gras, j'ai compris, pas trop de canard? Ah, quand même, moi je suis vraiment ouvert à tout. En fait, je suis assez schizophrène en termes de gastronomie. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai un peu mes périodes. Globalement, j'adore la cuisine végétale. Et puis j'adore faire des écarts aussi. Donc ça donne une espèce de comportement un peu anarchique. Et surtout tous azimuts en fait. C'est-à-dire que je suis assez fan de plats très traditionnels. J'adore par exemple les plats mijotés. Je suis vraiment fan d'une très bonne blanquette de veau faite dans les règles de l'art ou d'un bœuf bourguignon. Je craque pour une aile de raie à la grenobloise, tu sais, avec les capres, le citron, le beurre qui a légèrement noirci. Tout ça j'aime beaucoup. Et puis il y a un plat que je fais beaucoup parce que j'ai la chance de passer un peu de temps en Normandie. Franchement, c'est la sole meunière, quoi. Je suis vraiment une belle sole avec grillée dans un bon beurre un peu mousseux, des petites pommes de terre vapeur et une tombée d'épinards. Je suis vraiment super fan. Ok, deux plats de poisson bien légers. Ouais, pas très léger, mais après, je peux manger une bonne viande de temps en temps. J'aime beaucoup la volaille aussi. Et puis j'ai une vraie passion pour la cuisine des légumes. Il y a d'ailleurs dans ce livre 4 pages qu'on consacre à un grand chef qui s'appelle Jacques Maximin. Je suis sûr que la moitié des gens qui nous écoutent l'ont totalement oublié, c'est bien dommage. C'est un chef absolument extraordinaire qui a beaucoup officié sur la Côte d'Azur et qui est l'as du légume. Et je reprends ces grandes recettes de légumes, depuis le crône jusqu'à l'asperge et du chou jusqu'à l'artichaut. Et j'ai beaucoup été inspiré par ce chef pour cuisiner, très modestement, pour cuisiner les légumes chez moi. Très bien. Donc tu te situes, pour employer un peu un vocabulaire un peu actuel, plutôt flexitarien, un peu de viande, pas trop de viande. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je suis assez flexitarien en fait. Et je suis très céréales, légumineuse et cuisine assez végétale. Je mange globalement pas de viande rouge chez moi, mais en revanche, de temps en temps, je peux me lâcher sur une très belle côte de bœuf. Quand je sais d'où vient la bête, et quand je sais comment elle a été préparée et maturée. Et là, ça me procure un très grand plaisir. Voilà. Une dernière petite question avant de laisser la parole aux auditeurs. Quels sont les projets que tu mijotes en ce moment? Waouh. Si on a le droit, s'ils ne sont pas sous couvert de secret. Bon, je peux faire une révélation? Bien sûr. Non, mais parce que je reviens de Los Angeles où j'ai tourné une série pour Netflix en tant que French Food Expert. Voilà, donc ça c'est un projet que j'ai préparé, qui va être diffusé courant 2018, mais après Netflix, ils sont très secrets, je peux pas donner le titre, etc. Mais ça va être une série culinaire qui m'a semblé très intéressante à faire. J'étais à Los Angeles pour ça. Donc ça c'est un... Puis après il va y avoir une saison 2, une saison 3 qui sont en train de préparer. Donc ça c'est un projet qui
qui m'excite beaucoup. Un truc à la Gérard Depardieu où tu vas aller. Non, c'est en fait une espèce de grand, un peu de. En fait, ça va être une série. Je peux pas trop en dire, mais c'est Netflix qui porte un regard sur la cuisine internationale en fait, et notamment la cuisine de plusieurs pays. Et la France fait partie de ces pays. Donc ça, c'est un projet qui m'a pas mal occupé. Et puis après, j'ai un éditeur avec lequel je m'entends très bien. Avec lequel je discute pour faire éventuellement dans un avenir plus ou moins proche un livre qui fait sens quoi. Voilà, c'est un peu l'enjeu, c'est de faire un livre non pas pour faire un livre, c'est juste faire un livre pour y mettre du cœur, y mettre ses tripes et voilà. Donc on réfléchit avec Marabout notamment. Très bien, on est très content. Si tu fais un livre qui porte un peu des valeurs, qui défend un terroir, qui défend une façon de faire, on sera là pour le défendre avec toi. Merci beaucoup. On va passer donc aux questions des auditeurs. La première, très gourmande, Guillaume Pechebourg nous demande si tu as un dessert original, c'est bien original, à base de marron à nous conseiller. Un dessert original à base de marron. Dans ce livre, il y a une recette qui me plaît beaucoup, d'une cuisinière que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Blandine Boyer. C'est une formidable cuisinière qui vit entre Paris et le Gard. Et elle nous a fait ce qu'elle appelle un Mont Lozère. Et le Mont Lozère, c'est sa réinterprétation un peu paysanne et rustique du Mont Blanc en fait. Donc je te laisse imaginer un peu comment ça se passe. Il y a des très bons marrons, des Cévennes évidemment. Il y a une très belle meringue française, c'est-à-dire croustillante à l'extérieur et un peu moelleuse à cœur. Il y a un très bon miel des Cévennes également. Et elle réinterprète à sa manière avec des produits uniquement de sa région, le Mont Blanc, cette grande pâtisserie parisienne. Et j'aime bien l'idée qu'une cuisinière qui vit dans sa région puisse en proposer une version qui a les pieds dans la terre. Surtout que c'est l'origine vraiment de la cuisine française, et c'est proche de ça. On est bien d'accord. Ouais, la cuisine française, elle est d'abord enracinée dans tous les terroirs de France, avant d'être parisienne. C'est vrai. Justement, on va parler d'enracinement. Natacha Delannoy nous demande quelle est ta Madeleine de Proust. Je crois connaître la réponse. En termes de sucré ou non. Général, non. Bon, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que j'ai parlé assez récemment d'un plat qui m'est très cher et qui figure aussi dans ce livre, c'est la soupe corse de ma grand-mère. Après, ma grand-mère elle me faisait d'autres plats corses. J'ai la chance d'avoir eu une grand-mère qui vivait à Bastia dans un petit appartement. Elle s'appelait Mamita, elle n'est plus là aujourd'hui, mais elle a beaucoup marqué mes papilles quand j'étais petit. Et à chaque fois que j'allais en Corse pour passer des vacances, j'avais droit au coup de fil de ma grand-mère qui me disait « Dis-moi au vioulou ». Vioulou en Corse, ça veut dire « Dis-moi mon petit, qu'est-ce que je te fais à manger ?» Et voilà, et c'était la question rituelle, et je choisissais mon menu quand j'arrivais chez ma grand-mère. Donc parfois c'était des courgettes farcies au brocio, qui est un fromage corse de brebis ou de chèvre. Et parfois c'était cette fameuse soupe corse, à zoppa gorsa, qui est une soupe en fait toute simple, paysanne, rustique, qui est faite avec des légumes, de la pomme de terre, un morceau de lard, des haricots secs et des haricots frais, et des pâtes. Et puis il y avait un autre ingrédient aussi, c'est beaucoup d'amour. Voilà. Et ça donnait un truc, une soupe qui était très rassasiante, très nourrissante, et que j'adorais manger avec ma grand-mère. Et c'est amusant ce rapport à la cuisine, parce que moi j'ai toujours la même chose. Quand je vais voir ma mère, la première fois qu'elle me demande qu'est-ce que je te fais, et moi c'est le pot-au-feu. Moi, le pot-au-feu de ma grand-mère, le pot-au-feu de ma mère, je suis sûr qu'il est meilleur que le pot-au-feu de ta mère. Et je peux t'assurer qu'il vaut aussi son pesant, et je le demande souvent à ma mère d'ailleurs. Très bien, un jour on fera un concours. Battle. Alors j'ai Isabelle Vacrenier-Brusti, j'espère ne pas avoir écorché le nom, qui demande s'il n'y avait qu'un seul et unique plat à remporter sur une dessert. Et j'imagine que tu devrais manger tous les jours. Qu'est-ce que ce serait ? Il y a plein de trucs que j'aime, ça c'est vraiment compliqué parce que c'est pour le coup, choisir entre tout ce que j'aime, allez, je vais vraiment t'en donner une parce que pour moi c'est un résumé d'un plat d'une région que j'adore, qui fait du bien à ton corps et que je pourrais manger tous les jours, c'est la salade niçoise. Le problème c'est que c'est une salade de saison. La salade niçoise, en fait, c'est une formidable salade qui est donc de Nice. Et c'est une espèce de mélange de crudités. Il y a évidemment des cébettes, il y a des fèves,
Il y a des herbes sauvages comme du pourpier, de la roquette, etc. Il y a des tomates en saison. Et puis il y a une petite aussi protéine animale très intéressante qui est soit des anchois, soit du thon. Et cette salade niçoise, quand elle est bien faite avec juste un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, un tour du moulin à poivre, surtout pas de vinaigre, on met jamais de vinaigre dans la salade niçoise, vraiment je kiffe. J'aime beaucoup ce plat parce que je le trouve rafraîchissant, très goûteux, et puis c'est surtout un plat qui est identifié à un territoire. Et puis si vraiment tu veux aller un peu plus loin, tu pousses la version sandwich, tu mets cette salade niçoise dans un très bon pain imbibé de tomates et d'huile d'olive et tu obtiens un pain bagnat. Et j'adore ça aussi. Très difficile à faire, la recette est très difficile à réussir. Exclusive. Absolument. Il ne faut vraiment pas y déroger. Voilà. Sinon on risque des problèmes. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire et on mange trop souvent des mauvais pains bagnats. Mais quand il est bon, c'est vraiment un pur bonheur. Je me permets une petite réflexion parce que la page sur la salade est vraiment superbe parce que merci. tu défends beaucoup de salades locales, des choses avec des histoires. On mangeait ça parce qu'on prenait les mauvaises herbes. Absolument. Et c'est une façon de faire la cuisine là aussi qui s'est un peu perdue et Exactement. Qui est vraiment très belle à défendre. Ouais, c'est vrai. La salade, c'est un peu une espèce de truc caricaturé ou une caricature qu'on mange dans des mauvaises brasseries avec un mauvais assaisonnement et des mauvais ingrédients, alors qu'au départ, c'était vraiment, là encore, des plats tout à fait enracinés. On allait entre les vignes, on récoltait un peu de pourpier, de roquette, des herbes sauvages. On les mélangeait avec un peu de lard du cochon qu'on avait tué quelques mois avant. On y mettait éventuellement un peu un œuf, etc. Et on obtenait une salade. Ça m'a intéressé de faire le tour de France de ces salades de terroir. Ouais. Ça vient du côté lyonnais ou pas de... La salade lyonnaise, elle est superbe aussi. Ah ouais. Et puis surtout pas de laitue. Oui, t'as bien raison. Ouais. La salade lyonnaise, c'est vraiment de la frisée. Je vois que monsieur a un peu de culture culinaire, c'est bien. Monsieur merci de m'avoir appris tout ça. On a quelqu'un qui essaie de te coller, Joe Frey, et qui te demande si tu connais la salade au lard ardennaise. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La salade de lard ardennaise, alors je ne vais pas le porter, mais c'est fait avec, si je ne me trompe pas, avec un peu de lard fumé, parce qu'on fume beaucoup dans les Ardennes. Et puis là aussi, il y avait le principe, alors je ne sais plus si c'était, je crois que c'est des pissenlits. Et puis je me demande si on ne faisait pas tomber les pissenlits justement dans le gras de ce lard fermier. C'est quelque chose dans ce goût-là. J'espère pas trop décevoir. Mais je pense que déjà si tu la connais. Non, mais je crois que c'est ça. Ouais. Il nous demande aussi, et cette saison, le dessert idéal pour Noël. Alors, quel serait-il pour toi, la bûche? Alors moi je suis pas contre une bonne bûche avec crème au beurre et tout, allons-y franco. Il y a d'ailleurs dans le bouquin une super recette de bûche très traditionnelle, au marron d'ailleurs, et à la crème au beurre, signé Sébastien Godard qui est un grand pâtissier parisien. Moi il y a un plat que ma mère fait beaucoup lors du réveillon et que j'aime beaucoup, c'est une pavlova. Alors la pavlova... Tu parlais récemment sur ton émission. Ouais, absolument. Le problème de la pavlova, c'est que souvent... on sert une pavlova avec des fruits rouges. Évidemment, on oublie les fruits rouges pendant l'hiver parce que c'est carrément criminel de mettre des framboises et des fraises qui viennent de l'autre bout du monde sur une pavlova en plein mois de décembre. Mais ce qui est génial avec la pavlova, c'est que ça suit vraiment tous les fruits de saison en fait. Et là, sur l'hiver, spontanément, moi l'an dernier, ma mère avait fait une pavlova, donc c'est un gros socle de meringue, là aussi meringue française. Tu rajoutes dessus une chantilly bien vanillée, assez consistante quand même, et tu coiffes ça de fruits. Et en l'occurrence, elle avait fait kaki. Des très bons kakis, un peu fondants. Le kaki, c'est vraiment un fruit que j'adore. Et là, on était dans un super dessert qui allie à la fois la gourmandise, des très belles textures et en même temps la fraîcheur du fruit, quoi. Une petite dernière, peut-être pour la route, Sophie Desplats qui nous demande, est-ce qu'il y a une chose, un ingrédient ou un plat qui te semble impossible à manger? Franchement, j'ai pas beaucoup de tabous. Alors après, si on sort des frontières françaises, il y a évidemment des plats que je me suis refusé à manger. En voyageant dans la région de Canton, j'ai vraiment pas eu envie de goûter du chien, par exemple. Mais bon, voilà, j'ai un peu ce genre de réserve. Après, en France, j'aurais envie de dire que les plats que j'ai pas envie de manger, sachant que j'essaye vraiment de respecter ces valeurs, c'est de manger des animaux, des poissons ou des gibiers interdits. Parce que ils sont issus de stocks ou de populations qui sont en voie de disparition ou en voie d'extinction. Voilà. Je ne mangerai pas d'ortolan. La culture de l'ortolan m'intéresse parce qu'elle fait partie de notre patrimoine,
mais je me refuse à manger de l'ortolan et ça m'a été proposé plusieurs fois. J'évite de manger des poissons qui sont également menacés. Je suis pas à fond sur le thon rouge parce que je sais que même si les stocks ont légèrement augmenté, ça reste pas génial de manger du thon rouge parce que c'est un poisson qui passe quand même globalement un mauvais quart d'heure dans les filets de nos pêcheurs, quoi. Voilà. Après, évidemment, la culture culinaire autour du thon m'intéresse. Je parlais de salade niçoise. Bon, la salade niçoise, il y a du thon en boîte, mais ça peut être du thon germon. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à sa consommation de thon rouge, par exemple. Très bien. Eh bien, on espère que les auditeurs ont bien suivi tous ces conseils. On espère qu'ils ont apprécié ton livre. On va te le faire signer si ça ne te dérange pas, puisque une de ces personnes va repartir avec son exemplaire. La chance, ça va coûter cher en frais de port, hein, parce que 3 kilos quand même. 3 kilos 2. Et ouais, 3 kilos 2. Ouais. C'est vraiment une belle pièce. Et voilà, ben encore merci du coup. Merci de m'avoir reçu. Non, c'est nous qui sommes vraiment très contents de t'avoir reçu et il nous tarde de découvrir ta série, tes prochains livres. Et merci à tous. Merci. Hop. Merci. Ouais. Je suis bien. Ah, tu veux prendre un? Non, c'est bien.